Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Dionnet et je vais vous raconter l'histoire incroyable d'une revue que j'ai fondée avec Druillet et Moebius qui s'appelait Métal Hurlant et qui s'appelle toujours Métal Hurlant. Je commence à travailler dans des fanzines, évidemment pas payées, c'était la règle d'or des fanzines. J'ai 16, 17, 18 ans. Et puis, au bout de 5, 6 ans, je vais être un peu payé par ces fanzines ou par des revues de science-fiction pour faire un petit article et tout. Mais c'est vraiment des bricoles. Et en 1971, grâce à Philippe Druillet, qui est rentré à Pilote 2 ans avant grâce à Moebius, alias Jean Giraud, je vais rentrer à Pilote. Alors à Pilote, je me fais tout petit. Mais j'arrive quand même à glisser quelques bandes, ce qu'on appelle des actualités, avec souvent Druillet et autres, et puis parfois des anciens. En même temps que je bosse à Pilote, j'ai bossé un tout petit peu à Charlie Mensuel, sous pseudonyme, parce que je veux pas que Goscinny se mette en colère. Et à ce moment-là, je me retrouve en 72-73 avec Nikita Mandrika, à l'Écho des Savanes. On est au numéro 10. Moi, j'arrive au numéro 6. Ils ont fait ce journal. Alors, au début, beaucoup de bistouquettes et tout ça, parce que c'était la liberté qui venait de l'underground, de Zap Comics et tout ça. Et puis après, à part Gottlieb qui continuera, les autres, ils vont faire des histoires plus normales. Bret Eschel fait toujours la même chose qui lui plaît. Et Mandrika, il fait des histoires de concombres ou de trucs comme ça. Et puis on a bossé sur un concept où il dit « Pourquoi vous faites pas un journal de science-fiction à vous ?» avec Druillet qui est déjà connu et Moebius qui est pas encore connu. Je dis « Pourquoi pas ?» On essaye de trouver un titre. On est nul. Le meilleur titre qu'on trouve, c'est « Banane métallique ». Mandrika, lui... il prend des petits bouts de papier, il prend tous les idées de titres et il colle les numéros. Et il dit, voilà le titre, c'est Métal Hurlant. Il dit, vous avez qu'à le faire sans moi. Et ainsi commence l'histoire de Métal Hurlant. D'abord chez Giraud et Druillet alternativement, puis dans une loge de concierge assez grande, il y avait 2 pièces. Heureusement, parce que comme on vendra pas bien le numéro, très vite, la première pièce sera occupée par les numéros 1 et la moitié de la seconde pièce par le numéro 2. De toute manière, j'ai pas de machine à écrire. On va en acheter une d'occasion. Mais les caractères sont un peu abîmés. Et donc, au départ, on écrit tout à la main et on commence des feuilletons qu'on finira jamais. Et dans le numéro 1, on met à l'honneur Moebius avec une célèbre couverture bleue avec un monstre sur un rocher et dedans Arzac. Alors Arzac, là c'est toute une histoire. Parce que le premier, ça lui vient comme ça. La deuxième, ça commence à se préciser un peu. La troisième est parfaite. Dans la deuxième, il y a une paire de seins. Et la quatrième est géniale. Très vite, on va sortir le livre. Et on va pas en vendre un. Parce que c'est la grande époque de la Fnac, où il y avait des coins lecture. Alors les gens viennent pour lire les albums qu'ils ne veulent pas acheter. Et comme Arzac, il n'y a pas de texte, c'est une histoire totalement muette, ils font. Ils le reposent. Parfois, ils reviennent même pour le regarder une deuxième fois. Il faudra attendre à peu près 5 ans ou 6 ans qu'il fasse une autre bande dessinée totalement improvisée, un feuilleton qui s'appelle Le Garage Hermétique, qui va devenir son chef-d'œuvre, où il livre des fois 2 pages par mois, des fois 8, sous la férule de Manœuvre qui m'a rejoint, pour qu'il fasse cet album indépassable, parce que non seulement c'est improvisé au fur et à mesure et on se dit où il va, mais à la fin il arrive à boucler. Après, bon, il va bosser avec Jodo, mais je crois que ce qui restera pour tout le monde, c'est très marrant, beaucoup de dessinateurs me disent des fois, je voudrais faire mon garage hermétique. Je dis, non, il y a un garage hermétique, tu peux pas le refaire. Alors, Métal Hurlant est trimestriel, il est distribué par des distributeurs indépendants qui vont partir avec la caisse. Alors, je vais être distribué par les nouvelles messageries de la presse parisienne, c'est-à-dire dans les kiosques et tout ça. En même temps que j'ai distribué dans les kiosques, on va être l'objet d'une interdiction moins de 18 ans, puisque à l'époque, un journal de bande dessinée ne peut pas être pour adultes. Le juge me dit, mais vous êtes coupable, vous l'avez avoué en couverture, vous avez écrit pour adultes. Donc, pendant l'espace de 5-6 ans, on pourra aller pas dans les kiosques de gare, on pourra pas aller dans des maisons de la presse un peu traditionnelles, donc les ventes vont augmenter très doucement. Et puis, plus tard, pas sous Mitterrand, contrairement à ce que beaucoup de gens le racontent, grâce à François Léotard, sur les conseils de Philippe Léotard, l'interdiction va être levée. Entre-temps, quand je retombe sur les numéros, je me dis, pour des mecs interdits, on y allait fort quand même. Parce que je vois que la fille toute verte de Casa en couverture, son sexe rasé est apparent.
Mais comme c'est vert foncé, personne ne l'a vu, même moi. Et dedans, bah, on met tout ce qu'on a envie. Et alors, il va se passer une chose extraordinaire. C'est qu'on se dit, comment on va remplir ce journal maintenant? Drouillet, il va faire La Nuit sur la mort de sa femme, qui reste pour moi un des plus grands albums de bande dessinée tous les temps. Il va faire le début de Salammbô. Et puis, comme on commence à avoir des soucis financiers, euphémisme, il va repartir chez Dargaud. Après, il va revenir. C'est Drouillet, il est un peu soupolé, mais il est super. Je vais voir arriver, tout d'un coup, vers le 5-6, d'abord un gamin qui envoie ses dessins par la poste. Il s'appelle Serge Clair. Je lui dis, bah, je vais publier les dessins que vous m'avez envoyés. On se tutoie pas encore. Il dit, oui, mais ma maman, elle veut pas parce qu'elle veut que je passe le bac. Alors, j'écris une lettre en disant « Chère madame, votre fils n'a pas besoin de passer le bac. C'est un dessinateur très doué et il en vivra. » La maman écoute, Serge Clair vient vivre à Paris et dans ce journal interdit au moins de 18 ans, il y a un dessinateur qui a 17 ans. Ça, c'est pas prévu par la loi. Et je vais voir arriver des hordes. Alors, je vous ai raconté comment, pour l'écho, je trouve personne. Eh ben, à 3 ans près, je vois arriver les Belges de l'école Saint-Luc. Renard, Schoyten, Sokal, d'autres encore. C'est tous cette école belge nouvelle. Je vois arriver des Brésiliens, Sergio Macedo et Alain Voss, qui hésitent entre les trucs planants, hippies, un peu sectes, et le hard rock hyper destroy avec des mitraillettes guitare. Mais ils font les deux. Je vois arriver la ligne claire avec Juste Swart, qu'on est parmi les premiers à publier. En même temps, détournement de la ligne claire, un type qui vend pas encore en Amérique, Charles Burns. J'ai oublié mon importance dans le début du journal. On a dit qu'on faisait un tiers, un tiers, un tiers. Le tiers de Moebius, c'est Moebius. Le tiers de Drouillet, c'est Drouillet, seul ou avec Alexis, par exemple. Le tiers de Dionnet, c'est un dessinateur que j'ai rencontré dans une librairie qui s'appelle Jean-Claude Gall, avec qui on va faire Les Armées du Conquérant, La Vengeance d'Arles, Le Triomphe d'Arles. Et puis, un dessinateur qui ne marche pas en Amérique parce qu'il est trop mainstream pour l'underground, qu'il méprise, et il est trop underground pour les journaux, les comics, qui s'appelle Richard Corben. Et on va commencer à publier Den. Donc ça, c'est le flashback des maîtres originaux. Alors, saut dans le temps, on voit arriver la ligne crade, moi que j'aime beaucoup. Et là, sa ligne crade, c'était ceux qui avaient franchi la ligne blanche de l'héros. Donc là, il en reste un de vivant, c'est Max. Les autres, l'héros, c'est l'héros, quoi. Je vois arriver des Anglais. Je vois même arriver un type un jour qui me dit « Je viens pour acheter des journaux. » Il dit « Je suis scénariste, mais je viens acheter des journaux et des livres. » Et il me dit « Voilà, parce que je vais lancer un journal et je vais lancer des séries en Angleterre. Je veux montrer aux dessinateurs anglais qui étaient un peu restés dans les années 50-60 avec des mecs en uniforme anglais qui allaient dans l'espace comme Dan Dare, tout le monde trué. Et il dit « Je veux montrer aux dessinateurs qu'il y a une alternative au comic book. Par exemple, Les Armées du Conquérant, c'est pas Conan. C'est une histoire très différente, plus historique, plus dystopique, dirais-je. Il va prendre d'autres albums. Il va retourner en Angleterre et il va créer 2 séries. Slane et Juge Dredd. Je me retrouve à la tête d'un journal mensuel qui a tellement de matériel que j'arrive pas à tout publier. Mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors, j'ai appris à dire non de Goscinny, donc je peux être implacable, mais je me suis trahi. Parce qu'on a dit, Métal-Hurlant, un journal de bande dessinée de science-fiction. Et dès le numéro 15, Margerin, qui avait de la peine à faire de la science-fiction, il n'aimait pas ça, qui pensait qu'il était mauvais dessinateur, il avait tort. Au bout de 4 ans, il va trouver Lucien. Et alors, ça sera notre premier succès. Parce que tout d'un coup, on vend en moyenne 5000 bouquins. Maximum, parfois 2000. Je vais voir les représentants, parce que dans ce métier, quand on est éditeur, il faut quand même qu'on aille voir ce qu'on appelle la force de vente. Donc, je vais voir les représentants. C'est Gallimard qui me distribue, la Sodis. Et je dis, celui qui vendra le plus de Margerin aura un voyage avec toute sa famille à Tahiti pendant 15 jours. Le type qui s'occupe du sud de la France, c'est-à-dire Lyon et en dessous, va en vendre 50 000. Les autres représentants vont en vendre 50 000. Donc on arrive à 100 000. Les libraires, tout d'un coup, nous prennent au sérieux et ils se mettent à vendre un peu Arzac et ils vont vendre très bien le Garage Hermétique parce qu'on est devenu un vrai éditeur. Nous sommes une maison d'édition. Nous faisons la revue et nous faisons des livres. Parfois, nous faisons des livres
avec qui nous n'avons rien à voir. Notre premier succès relatif, ça sera Gwendoline, une bande dessinée sadomasochiste. Alors c'est assez rigolo parce que on va en vendre 30 000, hein, très cher. Alors les mecs qui viennent au bureau l'acheter, ils regardent ce qu'il y a dans le rayon. Il y a 2-3 albums, comme le Bandarfou qui venait de l'Écho, il y a une bande dessinée de Auclair, il y a un Métal Hurlant, 2. Alors ils disent, je prends ça, 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 et puis vous mettez ça au milieu. Et au milieu, ils mettent Gwendoline. Mais ils sont nombreux à venir, les glauques, comme on les appelle. C'est pas gentil parce que c'est leur droit, mais c'est des glauques parce qu'ils osent pas le prendre franchement, pour moi. Alors, on va faire pas mal de livres. Beaucoup, dès qu'on sort de notre zone bizarroïde, parce que quelque part, sadomasochisme, c'est du bizarroïde. Surtout que dans certains cas, ça ressemble beaucoup à de la science-fiction. Quand on va faire Baron Steele, on dirait des femmes robots. On va d'ailleurs en faire une couverture. Et puis, on va se mettre à éditer assez vite, par exemple, des romans. On va quand même découvrir Bukowski, grâce à Garnier. On va éditer Selby. On va éditer, grâce à Manœuvre, Hunter Thompson, qui a eu un livre édité qui n'avait pas marché. Donc, on va faire la collection Speed 17, qui n'aura pas 17 titres. Parce que, hélas, on va se les faire piquer par un éditeur plus gros qui s'appelle le Sagittaire. Mais, ils se casseront la gueule à la fin de l'année, parce qu'ils avaient payé trop cher Bukowski, bien fait pour eux. Et puis Gallimard, ils ont des romans, eux. Donc ils vont nous dissuader de continuer de faire du roman, même si on édite Eric Ambler, par exemple, et que ça marche bien. Donc on va se recentrer sur la BD. Alors, des fois on fait de l'import. Conan le Barbare, grand format, par Barry Smith, magnifique, invendable pour nous. On va éditer Dan Dare, la BD anglaise de science-fiction. Invendable pour nous. Alors on s'aperçoit qu'on n'est pas bon sur ce qu'on appelle l'import. On est bon quand c'est nous qui initions le truc. On va être sauvé par des numéros spéciaux de Métal Hurlant. Parce que j'ai rencontré un jeune metteur en scène qui est venu nous voir, qui avait fait un film qui s'appelait Duelliste, et puis on a parlé de choses et d'autres, et il me dit, je vais récupérer l'équipe du film qui s'est pas fait Dune de Jodorowsky. Est-ce que vous avez le téléphone de Guilleur? Il serait très bien. Je lui donne le téléphone de Guilleur. Il dit Moebius pourrait bosser, Moebius va bosser. On va faire un spécial Alien alors que le film n'existe pas. Et le film va marcher et le numéro Alien, on va en vendre 120 000. Alors que d'habitude, on vendait 30 000. Après ça, je croise dans une fête au Palace un nommé Oliver Stone qui me dit je suis en train d'écrire un film de fantasy, d'heroic fantasy, Conan le Barbare. Je dis Conan, ça a pris un coup de vieux. Il dit non, pas comme je vais le faire. Et on va faire un spécial Conan. Alors après, Milius et Arnold viendront à Paris faire la promo, ça se passera bien, sauf qu'ils pourront pas rentrer au Palace, parce qu'on arrive derrière, ils disent là, les deux costauds, là, les deux gros, là, c'est des trucs à histoire, hein. Toi tu rentres, mais pas eux. Alors Manœuvre réussira le lendemain à dire c'est des people, mais on les mettra quand même à côté de la porte et de la sécurité, et ils passeront une bonne soirée. Alors on va faire comme ça plein de spéciaux cinéma, pas plein, on va faire 3-4. Et on va continuer à faire des numéros spéciaux. Et on va s'apercevoir, ce que le nouveau métal a bien compris, que quand on a une thématique, des fois, ça apporte beaucoup. Un spécial ceci, un spécial cela, comme récemment, ma dernière aventure éditoriale, le spécial chat. Un spécial Lovecraft. Il y en a un nouveau qui arrive là. Mais on va faire des fois... On n'est pas d'une cohérence absolue. Un mensuel métal et 2 spéciaux le mois suivant. On va abandonner le cinéma parce que Doug Edline, le fils de Manchette, qui avait envie de faire plein de spéciaux cinéma. Et je dis, en faire 2, oui, mais on peut se planter. Alors il va partir faire Starfix avec Gans, etc. C'est pas plus mal. Et alors, on va faire donc Métal Hurlant en Espagne, en Italie, en Allemagne. En Allemagne, c'est un jeune mec qui était libraire, qui va faire 7-8 numéros avant de s'arrêter parce qu'il a du mal à le vendre. Il s'appelle Benedict Taschen. Après, il va commencer une maison d'édition en rééditant Gwendoline. Et il va devenir Taschen. Nous, on va voir passer des abonnés formidables. Je crois que le premier qui vient, c'est Alain Resnais, qui vient s'abonner. Waouh! Quand même content, hein. Après, on a été assez copains pendant 20 ans, puis on s'est perdu de vue. Le deuxième bien, c'est Chris Marker, qui avait fait le film La Jetée, pour moi le plus grand film de science-fiction du monde. Holy Sunday. There the parents used to take their children to watch the departing planes. Le troisième, c'est Yves Montand. Yves Montand qui dit « Ils m'ont dit qu'il fallait que j'achète au Métal Hurlant, montre-moi ce que c'est, petit, je lui montre. » Et puis, il dit « C'est quoi la phrase ?» qui a écrit au-dessus de ton mur. Je dis, c'est une phrase de Fitzgerald. Savoir que les choses sont désespérées et être cependant décisé à les changer. Il dit,
je l'ai sur ma maison, dans le sud. T'es pas dans la merde, petit. Moi, j'ai essayé de changer les choses, on ne peut rien changer. Mais enfin, je vais le prendre. Et après, René me dira, il l'a lu, il dit, ouais, mais l'histoire où il n'y a pas de texte du tout, et il lui a dit, il lui a expliqué, après il a dit, ah ça y est, je comprends, c'est de l'art, ce n'est plus de la bande dessinée. On va voir arriver Fellini, qui vient au bureau, qui dit, où il est Moebius? On dit, ben il est chez lui. Ah, vous faites pas comme en Italie, tout le monde travaille pas dans un grand bureau. Je dis non, il verra Moebius plus tard. Et puis alors, vers le numéro 30, je vais commettre, l'erreur de ma vie. C'est-à-dire que le lundi, je reçois les dessinateurs. En herbe. Donc c'est une mauvaise journée parce que souvent ils sont nuls. Il y en a 1 sur 20 qui est peut-être publiable. Et je vois arriver un espèce de mec habillé comme Crocodile Dundee, avec les chaussettes comme ça et tout. Il me dit, je m'appelle Byron Kennedy, je vais produire un film. Je dis oui. Il dit, ça sera dans l'esprit de Métal Hurlant. Je dis oui. Il dit, ça sera fait par un médecin urgentiste qui s'appelle George Miller. Je dis oui, et il a fait quoi comme film? Rien. Je dis écoutez, c'est très intéressant ce que vous me dites. Il dit non mais attendez, on fait Mad Max, qui s'appelle encore dans sa tête Métal Hurlant, et on vous donne 10% des recettes du film. In the not too distant future, there will be no civilization. There will be no heroes. Inutile de vous dire que son histoire d'urgentiste, le lundi où j'ai beaucoup de dingos, je le fous dehors. J'ai dit me rappelez pas, je vous rappellerai. Et après George Miller, Byron Kennedy va mourir dans un accident d'hélicoptère. Il va m'inviter sur les tournages du 3. À un moment, il me prendra par le bras, puis il me dira « Vous avez eu tort, hein. Ça vous aurait rapporté de l'argent, Mad Max ?» Bah oui, ça a été une des erreurs de ma vie. Mais dans la même période, il y a un metteur en scène qui, pour l'instant, a fait des films d'action, mais un peu durs, qui prend une option payante sur une bande dessinée que j'ai faite avec Bilal qui s'appelle Exterminateur 17. Il dit « Je veux en faire un film ». Une deuxième année, il renouvelle. Et puis il dit « Mais d'abord, je vais faire La Forteresse Noire ». D'ailleurs, il me faudrait le téléphone de Bilal pour qu'il fasse le monstre. Et il fait La Forteresse Noire, qui va être un beat sanglant. This place was built to keep something. Et à ce moment-là, il m'envoie une lettre en disant « Tant pis pour Exterminator 17, j'ai tout perdu avec La Forteresse Noire. Donc maintenant, je fais une série télé qui s'appelle Miami Vice pour me refaire. » Et en plus, qui devait jouer Exterminator 17 ? James Caan. J'imagine le James Caan qui avait fait des rodéos, arrivé comme dans Rollerball et tout. Ça aurait été génial. Bah, ça s'est pas fait. Ça, c'est les hasards. Bon, ceci dit, chaque fois qu'un auteur de bande dessinée français me dit « Ils ont pris une option sur mon histoire, ça va faire un film américain », je dis « Tu sais, ils prennent 250 options par an, et là-dessus, ils font un film et demi, et souvent, c'est le contraire de la BD. Hein, faut pas s'en faire. » Alors, il y a eu, à ce moment-là, les Américains, puisqu'on en arrive à l'Amérique, les Américains viennent à Paris. Je crois que je suis hyper malin parce que je leur vends l'idée de faire une version américaine de Métal Hurlant qu'ils appelleront Heavy Metal et ils auront les droits du titre. Je crois que je suis hyper malin, en fait, je suis hyper bête. La vérité, c'est que ils ont National Lampoon, qui est un journal qui marche de la mort, mais toutes leurs stars, John Bellucci, Dan Aykroyd, Michael Donahue qui crée les scénarios, sont partis à Hollywood. Donc en fait, ils vont faire heavy metal sans y croire du tout pour se donner 6 mois de délai avec la banque, le temps de retrouver une équipe pour le Lampoon. Et manque de peau, ça va marcher. Ils vont en vendre 200 000. Ils savent pas quoi en faire. Ils vont nommer 4 rédacteurs en chef à la suite et ils vont le revendre aux dessinateurs des Tortues Ninja. Là, ça va un peu dégénérer parce que il met toujours des pin-up en couverture et il met toujours une nana dont il est amoureux en couverture. J'ai oublié son nom, mais ses mémoires, ça s'appelle 1m82 et vaut la grimpette. Et après, Heavy Metal, un jour, va mourir. Mais quand on fait ça, moi j'arrive, ils m'invitent à New York. Ils m'ont pas expliqué pourquoi ils m'ont invité que moi et pas Moebius, pas Druillet. Ils font une fête au musée Guggenheim, après à l'ancienne bourse de New York, toute la nuit. Je rencontre plein de stars new-yorkaises. Il y a que la bande à Warhol qui passe et qui fait pff, 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 en regardant les planches. Apparemment, c'est pas leur cam. À part
Truman Capote, qui me dit « Montre-moi ce journal », mais comme en même temps il me tripote les fesses, je pense que ses intentions ne sont pas métalliques. Je vais dans un kiosque à Times Square, où j'allais depuis des années, j'avais fait le premier voyage en 71, 72, pour rencontrer les grands anciens, le créateur de Mandrake et tout ça, et entre Playboy et Vanity Fair, je vois heavy metal. Et je regarde en l'air comme si la ville allait me répondre, et je dis « On a conquis l'Amérique ». On a grandi avec l'idée des BD américaines, avec le rock américain, avec les blue jeans. Et maintenant, c'est nous qui vous avons envahi. Bah c'est vrai. Après, il y aura elle, qui va paraître sous le nom de elle. Il y a lui, qui va paraître sous le nom de oui. Mais on est le premier journal qu'on vend aux Américains. Et ça a été une super aventure, parce que moi, j'ai presque pété un plomb de bonheur. C'est-à-dire que c'était tellement extraordinaire. Je vois John Cassavetes, complètement torché, qui s'en va quand je rentre au musée Guggenheim. Ils ont mis des planches tout autour, des photocopies, hein, avec Peter Falk qui le tient comme ça. Et je vois Ben Gazzara qui est devant une planche de Moebius qui fait C'est des moments quand même. Métal italien, métal espagnol vont durer longtemps, parce que les histoires de métal, même les drôles, ça voyage bien en Europe. Même l'histoire de mobylettes, ils ont des mobylettes aussi, ou alors ils ont des Lambretta ou tout ça. Par contre, pour l'Amérique, c'est la science-fiction. Pour les Japonais, comme ce jeune homme qui m'écrit en disant « Je me mets à la BD, j'adore Métal Hurlant et tout », qui s'appelle Katsuhiro Otomo, on se reverra plus tard, il dit « Moi, j'aime bien Moebius, mais on peut pas le copier, parce qu'il change en cours de l'histoire. » Il dit « Par contre, je trouve que le style très fixé de Bilal sur Exterminator 17, je peux en faire quelque chose. Moi, je ne sais pas que de notre petit 48 pages, il va tirer les 3000 pages d'Akira. » C'est un moment un peu magique dans le monde entier. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec Métal Hurlant à ce moment-là? J'étais un ramasse-miettes. À l'époque, on avait des trucs en métal comme ça pour ramasser les miettes sur la table. J'avais même pas à me baisser pour ramasser les miettes. Les dessinateurs, ils surgissaient tout le temps. Donc c'est un moment totalement magique, sauf qu'au départ c'est science-fiction, après il y aura de l'humour, après il y aura à nouveau de la science-fiction, et on va dire qu'aux 50, c'est l'apogée, je le vois en kiosque, et je vois ma gueule, pas du tout la couverture que j'avais prévue. Ça, c'est une surprise de toute l'équipe, dont Robial, qui a dessiné la couverture. Et je me dis, mais pourquoi? Puis ils me disent, pourquoi pas? Après, on a fait un petit trou qui grandit tous les mois. Alors on doit 50 000 francs à une petite banque, on va changer de banque. On doit 100 000 francs à une plus grosse banque, alors on va changer de banque. Et puis un jour, je vais obtenir un très gros prêt de 500 000 francs. Donc 400 000 sont déjà engloutis dans le trou. Donc ça va mal finir. Le contrôle va être pris par un imprimeur espagnol. À partir du numéro 60-70, c'est moins bien imprimé, parce qu'ils s'en foutent un peu. Avant, j'ai eu plein d'imprimeurs, mais comme je payais pas toujours, je payais toujours les auteurs, hein, toujours. Les imprimeurs, plus ou moins. Donc, jusqu'au numéro 70, face à des gens qui me mettent la comptabilité, une attachée de presse, qui sont choisis par mon distributeur, Gallimard, j'ai un peu l'impression d'être cerné. Et puis, j'en ai marre d'aller voir le directeur de Métal, qui était l'ancien patron de Montricot, me dire « Dites à Moebius que ces personnages, comme ça, c'est pas bien, parce que dans Montricot, on faisait ça. » pour bien qu'on voit le tricot. Je dis, ça va être dur de dire à Moebius, faut faire comme mon tricot. Je lui dirai pas. Mais je me lasse. Alors je vais tenir le choc jusqu'au 70. Après, comme je suis quelqu'un de têtu, je vais rester encore présent jusqu'au 80-90. Mais les sirènes de la télé m'ont appelé. Et puis, je vais quitter Métal Hurlant. Mon grand souvenir de ce premier Métal Hurlant, c'est une bande dessinée d'Yves Chaland. Sur la fin, je dis, je suis venu vous dire que je m'en vais. Ouais, j'ai emprunté à mon copain Gainsbourg. Et Yves Chaland fait une bande dessinée comme ça, du jeune Albert, mais grand format. Et il dit, oui, sur Terre, Métal Hurlant est mort, mais par courrier, il est en train d'arriver jusqu'à Altaïr. Et après Altaïr, à Mars. Et puis après, il va aller sur Altaïr. Et après, il continuera à vivre dans d'autres galaxies. Et ça, c'est mes adieux à Métal Hurlant. Alors, après, Métal Hurlant va revenir sous forme d'un comic book dans les années 2000. C'est l'idée la plus con du monde. Désolé pour mes collègues de Métal Hurlant, parce que les comic books, ils ont une place. Et se retrouver entre Superman, Batman et machin, ça marche pas. Et puis, plus récemment, il y a 2 ans exactement, il va revenir. D'abord avec des numéros classiques, pour ceux qui connaissaient pas. Et puis avec des numéros à thème, que dans l'ensemble, je trouve bien. Dedans, je ferai mon spécial chat,
qui est épuisé. Et donc Métal est revenu, moi je fais partie de l'aventure, alors de loin, hein, je suis un ange tutélaire, je bouge comme Arzac, je surveille un peu ce qu'ils font, je leur fais des suggestions. Ils en prennent et ils en laissent, ils ont raison. Parce que moi, j'ai fait ça il y a 50 ans, dans un autre monde, où il paraissait 300 à 500 albums par an. Maintenant, il en paraît 7500. Donc, pour se singulariser, c'est plus difficile. L'héritage de Métal Hurlant, ça m'a un peu déçu, parce que l'Europe, il y a René qui avait envie de faire un film Lovecraftien, avec une partie de l'équipe de Métal Hurlant, mais comme c'est Alain René, on l'attendait sur du Alain René. C'est-à-dire quelque chose de très littéraire, donc il n'a pas réussi. Il y a eu Fellini qui a tourné autour, puis qui a abandonné en disant à Moebius, « T'es trop grand, tu me boufferais ». Donc il bossera pas sur Casanova, il prendra Manara, donc il sera très content. Et là, récemment, il y a une déclaration qu'il m'a envoyée de Denis Villeneuve. C'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il dit... Vous savez, moi, je suis Canadien. Donc, je peux dire que je suis un enfant de Métal Hurlant. Comme mon copain Hans Zimmer, qui était jaloux quand on s'est rencontrés. Il aurait voulu être là. Il s'est prosterné devant Druillet, comme ça. Et on a vu le deux ensemble, dans notre petit coin réservé, tout seul avec monsieur et madame Villeneuve et Austin Butler et mes filles qui étaient... Parce qu'il y avait Austin Butler, ils n'osaient pas le regarder. Et on a regardé le film et il est parti avant la fin. Il dit, moi, je suis Canadien, je peux dire que je suis un enfant de Métal Hurlant. Vous demandez à George Miller, il est Australien. Comme Alex Proyas, il vous dira, je suis un enfant de Métal Hurlant. Il dit, par contre, les Américains, ils avoueront jamais. Contractuellement, il ne peut pas. Je remarque juste qu'un jour, Druillet envoie un très beau dessin à George Lucas, qui est le casque de Darth Vader, et il recevra une lettre une préface pour un livre que Druillet a fait, et un merci de George Lucas. Spielberg a dit à un ami à moi qui habite à Los Angeles, qui interviewe tout le monde, qui se souvient d'avoir feuilleté Métal Hurlant. Ok, ça engage pas trop. Ce qui est un peu triste, c'est que les anglo-saxons qui ont eu les budgets suffisants pour faire des films Métal Hurlanesques, ça m'énerve pas, c'est comme ça. Non, moi je dirais aux nouveaux lecteurs de Métal Hurlant, c'est même pas la peine d'aller voir les vieux Métal Hurlant. Vous allez avoir une année là qui vient avec le meilleur de Métal Hurlant tel qu'il existait avant, sous forme de posters, sous forme de livres et tout. Donc vous pouvez faire un flashback si vous voulez, mais faites aussi un flash forward, lisez le Métal Hurlant normal, et vous allez avoir le résumé de 50 ans de fantasmes, de rêves et de cauchemars. Colmini,